Alors, bienvenue à vous tous, chers représentants du Conseil de la MRC de Portneuf, à l'Assemblée régulière du mois de mai 2016. Alors, vous avez tous reçu projet d'ordre du jour. Alors, nous aurions besoin d'une personne pour en faire la proposition d'adoption. Madame Pagé en fait la proposition. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 avril 2016. Alors, vous avez tous reçu également le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires ou des discussions ou une personne qui souhaite en faire la proposition? Monsieur Langlais en fait la proposition. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 4 mai 2016. Alors, est-ce que j'ai un représentant qui peut en faire la proposition? Monsieur Dion. Alors, nous serons rendus à la première période de questions. Alors, j'invite les gens dans la salle, s'il y a des questions, à bien vouloir vous identifier et nous les adresser. Pas de questions? Alors, point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf. Alors, vous avez une liste des débours du 15 avril au 12 mai 2016 qui est jointe au cahier des représentants. Est-ce que les représentants ont des questions sur certains comptes? Alors, s'il n'y a pas de questions, M. Langlais, vous en faites la proposition. 1.2, état comparatif du premier semestre 2016. Alors, c'est un dépôt de documents. Alors, nous allons prendre une résolution qui prend acte du dépôt du document pour les fins du procès-verbal. M. Jobin en fait la proposition. 1.3, nomination de l'évaluateur signataire des rôles d'évaluation de la MRC de Portneuf. Alors, M. Robert Dorion, qui est évaluateur agréé. Alors, suite évidemment à l'appel d'offres, au terme duquel le contrat a été conféré à la firme Altus. Alors, c'est M. Dorion qui va être le signataire autorisé. M. Gignac en fait la proposition. Octroi de contrat d'1 an à iClick Incorporé pour la migration et l'hébergement temporaire du site Internet de la MRC de Portneuf. Alors, lors du dernier comité de travail, nous avons eu des discussions concernant l'octroi de ce contrat. Alors, ce soir, c'est d'entériner cette proposition. Monsieur Delisle en fait la proposition. Électrification de l'enseigne de Neuville, autorisation de signer l'entente de contribution au coût des travaux avec Hydro-Québec. Alors, comme nous en avons discuté, il manque en fait un certain prolongement du réseau d'électrification pour brancher l'enseigne limitrophe à l'autoroute 40 sur le territoire de Neuville. Alors, c'est d'autoriser Mme Frenette à signer l'entente avec Hydro-Québec. Monsieur Bédard en fait la proposition. Enregistrer ma dissidence, s'il vous plaît, M. le Président. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent enregistrer la dissidence? Non. Alors, la résolution est adoptée à la majorité. Administration des territoires non organisés. Alors, 2.1, état comparatif du premier semestre 2016. Alors, c'est à l'instar des mêmes dépôts de documents que nous avons faits pour la MRC. Donc, ça prend une résolution qui prend acte du dépôt du document. Madame Denise Mapp en fait la proposition. 2.2, nomination de Mme Hélène Giard à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Alors, c'est suite à une recommandation qui a été faite et Mme Giard, évidemment, accepte d'être représentante du CCU DTNO. M. Megui en fait la proposition. 2.3, projet subventionné dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Jean, ce petit point concerne... Oui. Donc, dans le fond, c'était suite à l'appel de projet qui avait été lancé dans le courrier de Portneuf et aux recommandations du comité d'analyse qui avait été formé dans le cadre de ce programme-là. Donc, le comité d'analyse vous propose de financer 4 projets cette année dans le cadre du programme de mise en valeur des TNO. Les 4 projets sont les suivants. Le premier projet, ça concerne le rechargement d'une route en gravier. C'est un projet qui est présenté par la ZEC Batica-Nelson. Et la subvention recommandée pour ce projet-là, c'est d'un montant de 12 600 $. Le deuxième projet, ça concerne l'opération d'un site de déchets domestiques. Projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. Subvention recommandée pour ce projet-là, c'est un montant de 8 526 $. Troisième projet, ça concerne la modernisation des infrastructures de communication sur le territoire. Projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. Subvention recommandée à l'égard de ce projet-là, 7 600 $. Et le quatrième et dernier projet concerne le remplacement d'un pont par un ponceau au lac Lauzon. Projet présenté par le Club de chasse et pêche Roquemont. Subvention recommandée pour ce projet-là, c'est 7 500 $. Donc, l'ensemble des projets recommandés par le comité d'analyse totalise un montant de 36 226 $.
Donc, on vous recommande d'adopter une résolution pour accepter de financer les 4 projets recommandés par le comité d'analyse, en indiquant que le versement va se faire uniquement suite au dépôt d'un rapport d'exécution des travaux, comme ça se fait habituellement. Une proposition pour entériner. Monsieur Tessier en fait la proposition. 2.4, une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme des territoires non organisés de la MRC de Portneuf, chemin de contournement du lac Migwick. Alors, essentiellement, le propriétaire en tête souhaite réaliser des travaux visant à reconfigurer le chemin de contour du lac Migwick en 3 endroits précis pour améliorer le caractère carrossable du tracé en raison des contraintes topographiques des lieux. Le comité consultatif d'urbanisme des TNO, a analysé les demandes et a émis une recommandation favorable pour le conseil. Alors, évidemment, les avis publics ont été affichés et puis ce soir, c'est évidemment la tenue, en fait, de l'Assemblée publique. C'est en fait pour accorder la dérogation mineure et faire ensuite que le processus puisse amener une décision du Conseil. Oui, bien en fait, il s'agit dans un premier temps de voir s'il y a des gens qui veulent s'exprimer par rapport à cette demande-là. Et à la suite de ça, bien, vous pourrez statuer sur la demande de dérogation. Alors, je déclare une Assemblée publique ouverte. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer concernant cette demande? Pas de commentaires? Parfait. Alors, l'Assemblée publique est fermée. Alors, maintenant, prendre une décision du Conseil. Oui. Donc, dans le fond, le dossier vous a déjà été présenté et on vous recommande d'adopter une résolution qui vient entériner les recommandations du CCU pour accorder la dérogation mineure et tout en exigeant là, du propriétaire qui procède aux travaux de renaturalisation de l'ancien chemin pour éviter la création de foyers d'érosion. C'est la condition qui était énoncée par le comité consultatif d'urbanisme à l'égard de cette demande. M. Delisle en fait la proposition. Service de l'aménagement du territoire, 3.1. Alors, nous avons plusieurs certificats, en fait, de conformité, Jean? Oui, donc il y a 3 règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement ce soir. Donc, premier règlement, ça concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, le règlement vise certaines dispositions liées aux toitures et à l'orientation de la façade d'un bâtiment principal. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière au schéma d'aménagement à l'égard des modifications apportées. Deuxième règlement, ça concerne des modifications au règlement de zonage de la ville de Neuville. En fait, les modifications apportées concernent un ensemble d'ajustements ou précisions qui sont apportés au règlement de zonage pour en faciliter l'application. Les modifications ne posent aucun problème de conformité. Et le troisième règlement qui vous est présenté, c'est une autre modification au règlement de zonage de la ville de Neuville. C'est un dossier qui vous a déjà été présenté là, au comité de travail. En fait, ça vise la mise en place d'une enseigne de grande envergure dans une zone commerciale en bordure de l'autoroute 40. Il n'y a pas de mesures d'encadrement particulières qui sont prévues au schéma d'aménagement à l'égard de cet aspect-là. Donc, comme les 3 règlements nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis. M. Denis, on a fait la proposition. 3.2, dépôt du rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenu le 10 mars 2016. Alors, c'est un dépôt de documents conformément à la loi, donc on aurait besoin d'une résolution pour prendre acte du dépôt du document. M. Tessier en fait la proposition. 3.3, adoption du règlement numéro 367 édictant le plan de gestion des matières résiduelles, PGMR, révisé 2015-2020, de la MRC de Portneuf. Jean? Oui, bien en fait, le dossier vous a déjà été présenté. Donc, ça fait suite à l'avis qui avait été signifié par le ministère de l'Environnement, qui exigeait différentes modifications au PGMR. Donc, suite à l'avis qui avait été signifié ce printemps par le ministère de l'Environnement, notre consultant a procédé aux modifications requises pour se conformer aux différentes exigences du ministère de l'Environnement.
En fait, il y avait trois aspects particuliers là, qui devaient être modifiés. Donc, le premier élément, ça concernait toute la question de la description du territoire d'application lié au PGMR. Donc, il fallait venir préciser là, différentes données socio-économiques liées au PGMR. Deuxième aspect lié aux exigences, c'était de préciser toute la question là, des matières, la provenance des matières résiduelles, donc préciser les différentes données liées aux inventaires, liées à la provenance des matières résiduelles. Et le troisième aspect, c'était de préciser les orientations à l'intérieur du PGMR pour encadrer les différentes mesures ou actions là, qui étaient prescrites à l'intérieur du PGMR. Donc, le document vous a été transmis avec les différentes modifications. Et ce soir, vous seriez rendu là, à l'adoption du règlement qui édicte le PGMR comme tel. M. Francaire fait la proposition. 3.4. Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPT-AQ par la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, la Régie a acquis un terrain limitrophe à sa propriété afin de la convertir à titre de zone tampon dans l'éventualité où qu'une usine de compostage serait évidemment implantée. Alors, évidemment, le comité consultatif agricole avait mis une recommandation favorable par rapport à cette demande. Là, ce soir, c'est rendu au niveau de la MRC de se positionner. Puis évidemment, on souhaite soutenir la démarche de la Régie qui va permettre d'avoir un meilleur encadrement de l'environnement du pourtour du site de la Régie. Monsieur Méguen fait la proposition. 3.5. Approbation du plan et des règlements d'urbanisme révisés de la ville de Saint-Raymond. Monsieur Lessard. Oui. Donc, la ville de Saint-Raymond a adopté en date du 11 avril dernier son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme révisés en concordance avec le schéma d'aménagement. En fait, c'est la dernière municipalité à avoir adopté ces règlements de concordance au schéma d'aménagement. Il y a cinq règlements qui ont été adoptés par la ville de Saint-Raymond. Donc, le plan d'urbanisme, le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, règlement de construction, règlement de lotissement et le règlement de zonage. Donc, l'analyse révèle que l'ensemble des règlements ayant été adoptés par la ville de Saint-Raymond sont conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, toutes les modifications ont été faites là, par rapport au projet pour se conformer aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'approuver les règlements qui ont été transmis et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité dès que les règlements auront été approuvés par les personnes habiles à voter, comme ça se fait habituellement. Des questions? Une proposition? Madame Pagé. 3.6. Travaux d'entretien du cours d'eau Laganière-Garriépi. Autorisation des démarches relatives aux travaux. Alors, c'est une demande d'entretien de cours d'eau qui concerne le cours d'eau Laganière-Garriépi situé dans la municipalité de Deschambault-Gondine. Les travaux consistent essentiellement dans l'enlèvement par creusage des sédiments et de la végétation accumulée dans le fond du cours d'eau au fil des années. Considérant que les travaux vont être réalisés par la municipalité de Deschambault-Gondine et que le coût des travaux sera assumé par les demandeurs, alors ce soir, l'objectif de la résolution, c'est d'autoriser, et en fait, que la MRC autorise des démarches relatives aux travaux et autorise le coordonnateur à effectuer les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes. Une proposition, M. Poirier. 3.6. 3.7. Travaux d'entretien du cours d'eau correspondant à la branche numéro 8 de la rivière des Prairies. Autorisation des démarches relatives aux travaux. Donc, c'est dans la même veine que la résolution précédente. Cette fois-ci, les travaux sont situés sur la ville de Pont-Rouge. Et c'est la même chose par l'enlèvement par creusage des sédiments et végétation. Et que c'est la ville de Pont-Rouge qui va, évidemment, coordonner les travaux et que le demandeur assumera le coût. M. Gignac en fait la proposition.
3.8, position de la MRC de Portneuf concernant le projet de modification au règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Alors, Jean, essentiellement, est-ce qu'on peut résumer l'objectif de la modification? Oui, en fait, le projet de modification au règlement, donc qui s'intitule le règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune. Donc, c'est un projet de règlement qui est paru dans la Gazette officielle du 30 mars dernier. Ce projet de modification-là vient imposer une tarification pour différentes interventions liées à des travaux d'aménagement faunique ou à des habitats fauniques. Donc, ce projet-là a des conséquences là, à la fois sur le milieu municipal et sur les organismes qui interviennent dans le domaine de la faune, entre autres au niveau des ZEC ou encore des organismes de bassin inversant, parce que dorénavant, tous les travaux d'aménagement faunique et ou dans un habitat faunique seraient maintenant tarifés. Pour le milieu municipal, ça a un impact surtout au niveau des barrages de castors pour l'obtention de ce qu'on appelle d'un permis seigle pour le drapage, mais également pour le démantèlement de barrages qui serait maintenant là, tarifé avec ce nouveau projet-là. Donc, ça peut représenter des coûts assez importants là, pour le milieu municipal. On sait qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, les MRC ont la responsabilité de gérer les obstructions sur les cours d'eau. Et là, avec cette nouvelle tarification-là, ben, ça impose des frais additionnels au milieu municipal. Donc, ce qui est recommandé, dans le fond, c'est d'adopter une résolution pour dénoncer cette situation-là. Et il y a déjà un projet de résolution qui vous a été acheminé. Donc, essentiellement, le projet de résolution vise différentes choses. D'abord, de demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de revoir son projet de règlement concernant la tarification afin d'exclure de cette tarification les travaux que doit réaliser une MRC pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau en application de l'article 105 de la loi sur les compétences municipales. Deuxième élément, c'est que les moyens entrepris par les MRC pour prévenir les obstructions menaçant la sécurité des personnes et des biens et pour limiter les interventions récurrentes dans les cours d'eau soient aussi exempts de frais. Troisième élément, que la MRC demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de revoir le projet de règlement modifiant le règlement sur la tarification liée à l'exploitation de la faune en concertation avec les différents organismes et acteurs susceptibles d'être impactés par cette tarification et que la MRC envoie copie de la présente résolution à Mme Julie Grignon, sous-ministre associée à la Faune et au Parc, au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à l'Association des directeurs généraux des MRC, l'Association des gestionnaires régionaux de cours d'eau, ainsi qu'au député Michel Matt. Et vous aviez également demandé d'ajouter un élément, donc que la MRC de Portneuf dénonce cette nouvelle réglementation qui confère une nouvelle charge financière au milieu municipal et aux organismes qui interviennent dans le domaine de la faune. Monsieur Francard, on fait la proposition. Service d'évaluation foncière, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Service du développement économique, alors 5.1. Nomination d'un élu responsable du suivi du plan concerté de développement du territoire. Alors, M. Raymond Franqueur a manifesté un intérêt. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner ça. M. Langlais en fait la proposition. 5.2, nomination des membres du comité d'évaluation des projets, le CEP. Alors, M. Guy Denis et M. Jacques Delisle ont manifesté un intérêt. Alors, M. Bédard en fait la proposition. 5.3, adoption des dossiers analysés au comité d'investissement commun de la MRC de Portneuf. Mme Godin. Alors, le comité s'est prononcé sur deux demandes. Le premier est une subvention dans le volet 1 démarrage d'entreprise, c'est les jardins de Mescla, qui est un projet de développement maraîcher bio. Elle a déjà des contacts et de l'intérêt qui a été manifesté, entre autres, par des restaurants de la Ville de Québec
Alors, on parle beaucoup, ça s'appelle mesclal, mais on parle beaucoup du mesclun, qui est une forme de salade. Alors, c'est un rythme très, très... on peut avoir jusqu'à 9 fois la récolte dans la période là, qu'on peut faire d'agriculture. Alors, il y aura aussi certains produits de niche que demandent les restaurateurs. Alors, c'est une subvention de 3 000 à ce moment-là. Le deuxième projet, c'est un filet FLS de 10 000 et un volet 1 de démarrage de 2 000 pour le dossier 3012. Proposition pour entériner les aides financières accordées. Monsieur Francaire, on fait la proposition. 5.4, projet de médiation culturelle à l'été 2016, accueil d'un artiste en résidence. Alors, ce point fait l'objet de discussion lors du dernier comité de travail concernant, évidemment, l'accueil. On a une somme prévue dans l'entente de développement culturel 2016 qui est de 10 000 qui est dédiée à la mise sur pied d'activités de médiation culturelle. Cette enveloppe a notamment pour objectif de faire découvrir aux citoyennes et citoyens de Portneuf des pratiques artisanes méconnues ou moins travaillées par les artistes de la MRC en faisant appel à des professionnels de l'extérieur. Alors, la table de concertation a déjà suggéré plusieurs disciplines concernant évidemment des périodes et que le travail de la pierre fait partie des recommandations puisque nous avons quand même plusieurs entreprises de Portneuf qui sont spécialisées dans la pierre. Alors, l'organisme Culture et Patrimoine des Chambeaux a déjà prévu de travailler sur cette thématique dans le cadre de son projet d'exposition 2016. Alors, il y a une recommandation d'accueillir M. Tim Anderson, évidemment, des États-Unis, pour qu'il puisse séjourner dans la région, en fait, dans la MRC de Portneuf. Et les coûts de ce séjour d'artiste en résidence sont de 5 000 $. Et c'est la coordination de cette œuvre-là va être assurée par l'organisme Culture et Patrimoine des Chambeaux. Donc, ce soir, la décision de la résolution vise à octroyer une somme de 5 000 $ pour permettre, évidemment, le séjour de M. Anderson dans la MRC de Portneuf. Et ce dernier, en contrepartie, s'engage à faire des démonstrations et des expositions de son art artistique ici, dans Portneuf et dans quelques municipalités. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Pagé en fait la proposition. Monsieur Tessier. Je ne puis me résoudre à accepter que l'on prenne 5 000 $ de la MRC et de l'envoyer à l'extérieur de nos frontières, donc je suis contre. Donc, vous enregistrez votre dissidence. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent enregistrer leur dissidence? Alors, la résolution va être adoptée à la majorité. 5.5, projet de colloque en patrimoine bâti. Alors, une entente, évidemment, qui est prévue au budget de 6 000 $ pour l'organisation d'un colloque citoyen, que cette activité doit donner, évidemment, suite à l'inventaire du patrimoine bâti qui avait été réalisé par, évidemment, un consultant de la MRC, que cet objectif, en fait, cette activité a pour objectif d'outiller et de sensibiliser la population portneuvoise à propos des différentes interventions qui doivent être priorisées lorsque nous attaquons à des patrimoines bâtis d'intérêt patrimonial. Alors, tous les conférenciers, évidemment, ciblés, sont disponibles le samedi 28 mai de cette année, donc 28 mai 2016. Alors, c'est d'autoriser, évidemment, une dépense, ne dépensant pas 6 000 $ pour permettre que le colloque puisse se concrétiser. On a déjà, évidemment, manifesté de la publicité. Il y a déjà plusieurs municipalités et villes autour de la table qui ont indiqué ces informations-là sur leur site Internet. Et en fait, on souhaite que ça va être un grand succès et que beaucoup d'intervenants qui vont être interpellés. Et puis, c'est une activité à ne pas manquer pour ceux et celles qui souhaitent se doter d'une boîte à outils pour intervenir sur le patrimoine bâti. C'est une occasion unique pour nous dans Portneuf. À quel endroit ça va se faire? Ça va avoir lieu à Saint-Casimir. Parfait, M. Jobin. Tout le monde est d'accord? 6 dossiers régionaux. Alors, le Parc naturel régional de Portneuf demande de l'Association des villégiateurs du lac Long. Jean, tu peux en faire un bout, puis je complète. Alors, évidemment, essentiellement, comme on en a parlé au comité de travail, c'est que l'Association des villégiatures du lac Long ont transmis une demande visant la MRC de revoir, en fait, de modifier son règlement numéro 358 afin d'abolir les tarifs exigibles aux propriétaires de chalets pour l'obtention d'une vignette de 16 ans. Alors, Jean, je te passe la parole. Oui, en fait, c'est sur suite aux discussions qui ont été tenues par rapport à cette demande-là au comité de travail. Donc, vous avez considéré le fait qu'il y a déjà une formule d'accommodement qui est appliquée là, à l'égard des villégiateurs. Et vous avez retenu le principe que sur les terres du domaine public, il y a le principe de l'utilisateur payeur là, qui doit s'appliquer.
Et à l'égard à l'intérieur du parc régional, en fait, la tarification qui est applicable aux villégiateurs, ça consiste en l'obtention d'une vignette annuelle dont les coûts varient de 25 à 50 taxes incluses. Et ça comprend toute la question de l'apport lié à l'entretien du chemin du Lac-Long, mais aussi toute la question pour ceux qui servent de la rampe de mise à l'eau comme telle. Ça comprend les services liés aux services liés à la mise à l'eau pour ceux qui l'utilisent. Suite aux discussions, vous avez retenu le principe que la tarification applicable aux villégiateurs contenue à l'intérieur du règlement 358 s'avère raisonnable et avantageuse, et que vous aviez décidé de refuser de modifier le règlement 358 pour soustraire une catégorie d'utilisateurs au permis de la tarification applicable à l'intérieur du parc naturel régional. J'aimerais également rappeler que les revenus qui sont générés sont conservés dans le parc. Alors, c'est les investissements qui sont dédiés à faire des investissements pour améliorer, évidemment, les infrastructures ou autres. Alors, l'argent reste dans le parc, là, c'est pas... Oui, c'est d'ailleurs ce que prévoit une entente de délégation de gestion foncière, là, que les revenus générés par les baux de villégiature soient réinjectés spécifiquement pour des activités et des interventions de mise en valeur du parc régional. Parfait. Alors, évidemment, on en a discuté au dernier comité de travail. Il y a eu un consensus à l'effet qu'on entend maintenir notre tarification. Là, ce soir, on a besoin d'une résolution pour entériner cette décision. Monsieur Poirier. Des questions, monsieur? À la deuxième période de questions, un petit peu plus tard. Alors, M. Poirier en fait la proposition. À 6.2, Société de la piste Jacques-Cartier, adoption de la reddition de compte. Alors, évidemment, donc, c'est une reddition de compte qui concerne les travaux effectués entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, puisse recevoir la subvention ad hoc au montant de 68 616,84. Alors, et qu'on transmette cette résolution à Mme Alexandre Gaulier afin qu'elle puisse compléter et acheminer au ministère dans les temps requis sa demande. M. Mengui en fait la proposition. 6.3, projet de train à grande fréquence Québec-Windsor de Via Rail Canada, demande la MRC de Portneuf au gouvernement provincial et fédéral. Alors, comme on a tous entendu parler dans les médias, il y a un programme dont fait de train à grande vitesse, le TGV, avec évidemment des arrêts qui pourraient être intéressants. Donc, on souhaite essentiellement qu'il puisse y avoir au moins un arrêt dans la MRC de Portneuf. TGF. Très à grande fréquence, c'est vrai. Merci, M. Francoeur, de la précision. Alors, l'objectif de notre résolution, c'est qu'on demande au gouvernement de s'assurer que la population de Portneuf soit desservie par le train de passage à grande vitesse Québec-Windsor et qu'au moins un lieu d'arrêt soit prévu au sein de son territoire dans la conception du tracé. Alors, je pense que c'est un incontournable. Ça pourrait être, en fait, très intéressant. Alors, le lieu sera déterminé, mais d'en avoir au moins un, je dis bien, parce qu'on pourra en avoir plus qu'un dans Portneuf. Je pense que c'est tout à fait louable qu'on se positionne rapidement. Monsieur Langlais en fait la proposition. Rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission de développement social et économique, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Commission d'environnement. OK. Commission de l'administration. On a eu une rencontre lundi. Alors, est-ce qu'il y avait des recommandations à apporter ce soir directement? Non, c'est au prochain comité de travail qu'on va vous faire part, évidemment, des dossiers que nous avons discutés. Il y avait 3 dossiers en particulier. Comité de sécurité publique. Oui, merci. Nous avons tenu une rencontre le 11 mai dernier. Vous pouvez prendre connaissance de votre rapport que nous avons remis ce soir. Je pourrais peut-être faire des petits points saillants que nous avons discutés lors de la rencontre. On peut prendre par exemple à la page 9, là, c'est la sécurité des réseaux de transport. En fait, on se rend compte que quand même, au niveau des collisions mortelles et blessés graves, on a seulement 2% de tous les accidents qui sont mortels et blessés graves. Fait que pour la sûreté, c'est une très bonne nouvelle. Quand même, on a quand même des routes très sécuritaires. Et puis aussi au niveau des constats municipaux, on voit une baisse notable en cumulatif. On est passé de 2200 à 1800. Puis c'est que en plus, il a peut-être été moins présent, mais on se rend compte que les gens roulent beaucoup moins vite. Puis, on se rend compte aussi qu'avec les radars photo, ça ralentit pas mal les gens, donc on pointe pas mal moins de monde dans les secteurs. Donc c'est une bonne nouvelle à ce que ça va. Et puis, un changement de comportement pour
des conducteurs. Ensuite, on s'en va à page 11, on voit un peu. Là, il y avait même un bon coup de données dans les stationnements. Il y avait des tickets, 334 comparé à 53. Je pense qu'ils voulaient appliquer dans certaines localités, dans certaines municipalités, qu'il y avait des problèmes de stationnement, surtout l'hiver, au déneigement. Alors, on a appliqué des tickets. Aussi, les points saillants, la page 12, des infractions entraînant la mort, il y en a deux, c'est des gens du pénitencier qui font partie de la population. Ensuite, 13, les autres criminalités et interventions sur le territoire pour la période, en fait, on nous signalait qu'au niveau des jeunes, ils vendent actuellement des pilules genre acétaminophène, qui est chimique, puis ça vend 2 $. C'est plus le paquet de gomme. Ça circule dans nos écoles pour la prévention à ce niveau-là. Les policiers sont sur les decks. C'est pour faire la sensibilisation au niveau des jeunes, les gens entendent ça. C'est trop accessible. À ce niveau-là. Alors aussi, on peut voir que le nombre de méfaits est diminué pour le dernier trimestre l'année courante. Le nombre d'interventions auprès des personnes souffrant de problèmes de santé psychologique est en hausse. On parle d'un transport par jour, souvent, puis différents de tout âge. Quand même beaucoup. Là. Vous savez qu'on avait mentionné, on a envoyé une lettre au SUS sur la problématique qu'il y avait d'emmener ces gens-là dans nos lieux, dans l'hôpital à Saint-Raymond ou à Saint-Marc. Ils vont corriger ça incessamment parce qu'on amène les gens des menottes, on enlève les menottes, on les descend. C'est dangereux pour le personnel. Il y a des hôpitaux pour ça à Québec qui ont arrangé ça. Ça va être changé? Oui. Tout de suite une lettre pour dire qu'ils vont intervenir. Alors aussi, on fait beaucoup d'interventions au milieu scolaire. On sait que c'est la belle définition sans vie. Ça fait que les gens ont fait beaucoup d'interventions aussi au niveau des crimes contre la personne. Il y a beaucoup d'intimidation qui se fait là, au niveau des médias sociaux, etc. C'est la plaie que les écoles, etc. Après ça, vous avez votre rapport que vous avez par municipalité. Vous pouvez aller voir c'est quoi votre score. C'est où le sport? Vous avez toutes les municipalités par réparties, fait qu'on peut voir c'est quoi. C'est pas un beau bulletin. Aussi, au niveau de. On a fait aussi un suivi des priorités du plan d'activité régional. Vous savez qu'il y avait eu un rapport, un résultat du sondage qui vous avait été envoyé aux municipalités. En fait, puis on a déterminé, identifié pour l'année 2015-2016 à peu près les mêmes priorités, soit optimiser la visibilité policière, soit réaliser des activités de rapprochement avec la communauté, soit réaliser des opérations à l'égard des véhicules récréo-touristiques, soit le quad, le motoneige et les bateaux, et réaliser des activités de prévention en fonction des besoins. Aussi, on a parlé du règlement uniformisé qui a été finalement présenté au directeur général lors d'une rencontre qui s'est tenue à l'MRC le 29 mars dernier. Celui-ci est présentement à l'étape de l'adoption par chacune des municipalités de l'adoption. Et par la suite, la MRC procédera à son adoption. Je pense que ça fait comme 2-3 ans pour les CEPA 4. Ça, c'est pour avoir des règlements, entre autres, pour certains règlements des incendies qui soient uniformes. Quand la Sûreté du Québec va arriver pour les appliquer, il n'y aura pas une norme pour une municipalité et l'autre pour un autre, parce que ça devient impossible à appliquer. Donc là, on a tout uniformisé ça. Ça, c'est une bonne idée, ça touche ces plus aussi. Ensuite, l'organisation des intervenants d'urgence hors du réseau routier. On a vu qu'un sondage qui a été expédié aussi à toutes les municipalités donnant jusqu'au 10 juin pour y répondre. Par la suite, le sujet sera discuté dans notre comité de travail de la MRC. Alors, je pense que ça fait le tour de notre comité. Merci, M. Dion. Peut-être juste pour... j'ai été interpellé au niveau de la cyber-intimidation de M. Simon Guy, directeur du poste de la Sûreté du Québec. Il nous disait que ça commence dès la 5e année. Ouais. Alors, tu sais, dans nos écoles primaires, évidemment, les jeunes ont de plus en plus accès à Facebook et autres médias sociaux. Mais en 5e année, commencer à... C'est troublant. Alors, écoutez, il y a une attention particulière. Même la Sûreté du Québec sont conscients de cette problématique-là. M. Guy expliquait qu'historiquement, les problèmes commençaient plus au secondaire, mais là, il y a un débordement au niveau primaire. Alors, évidemment, il faut être vigilant. On va tenter que ce soit des cas d'exception. M. Racine, vous voulez intervenir? Oui, une question. Partout dans le rapport, c'est mentionné depuis le 1er avril. Le rapport que nous avons est du 1er février au 31 mars. Et à la page couverture, on dit que les données sont du 11 avril. La page du 1er avril de quelle année? De cette année.
Parce que là, on attend le rapport de l'année dernière. La prochaine réunion qu'on nous allons avoir, on va vous remettre le rapport définitif de l'année passée. Puis on va pouvoir mettre le financement. Par exemple, la page 11, là, les réunions municipaux, on parle des alarmes en première ligne, comme ça par hasard. Là. C'est marqué depuis le 1er avril. Ce que je voudrais nous dire, M. Dion, c'est que du 1er au 11 avril, il y a eu 98 fausses alarmes. Non. Je pense pas, hein? Non, non, non. Donc, c'est début du 1er avril de l'année passée. Oui, 1er avril 2015. Donc, l'année est terminée, pratique, c'est une année, c'est complet. En fait, le rapport il est bitrimestriel, M. Dion, c'est Oui. pas un rapport annuel. Le rapport annuel va être déposé prochaine rencontre par la Sûreté du Québec. Alors, c'est des données qui sont comptabilisées, excusez-moi. Je peux t'en Exactement. Alors, du 1er avril 2015 au 31 mars. Parfait. Alors, merci, M. Dion. Comité de sécurité incendie. Jean? Oui, le comité s'est réuni mercredi dernier. On avait une rencontre organisée avec excusez, Mme Amélie Réaume et M. Philippe Jobin du ministère de la Sécurité publique. On voulait avoir des éclaircissements, on vous en avait parlé concernant l'entraide automatique, ce que ça entraînait, puis ce qui attendait par là, jusqu'où ça commence et où ça finit. Il y avait des divergences d'interprétation, je pense, à tout le moins, c'est pas d'opinion ce que c'était. On a eu une bonne rencontre, on n'a pas eu toutes les... on a eu toutes les réponses à nos questions, on n'a pas forcément eu les réponses qu'on voulait avoir, ce qui est différent. Mais je pense qu'il va falloir vivre avec l'entraide automatique qu'on pensait, qui disait que seulement dans le moment d'un feu déclaré, entre autres, ben c'est pas le cas. C'est aussitôt que c'est un feu de bois, aussitôt que c'est dans un bâtiment. Point. Fait que ça a quand même des impacts assez importants. On pense aux faux alarmes, on pense aux feux de cheminée, souvent, là, fait que, le fait de calcul vite, là, juste à Saint-Basile, on parle d'à peu près, en 2015, là, c'est 7 000 $ de coût automatique que ça rapporte. Fait que, il y a des choses qu'on peut gérer autrement un petit peu, mais à ce moment-là, on prend le risque et la responsabilité d'eux. Il va falloir regarder ça, évaluer ça. On va vous revenir plus précisément avec le temps dans tout ça. Mais on n'a pas le choix, il va falloir passer par là. De quelle façon on va l'appliquer à la toute fin, puis dites-vous que c'est là qu'on s'en va, c'était clair et non équivoque. Il y a même eu des informations qui circulaient à l'effet qu'ailleurs, il avait adopté des choses différemment, que ça avait été accepté. C'est pas le cas, c'est erroné. On a vérifié auprès du ministère, on a vérifié sur les sites. C'est pas le cas, on s'en sortira pas. Fait que, dans les milieux urbains, c'est pas trop problématique. C'est dans les milieux où il n'y a pas assez de pompiers de jour ou de soir, la force de frappe initiale qu'on appelle. Mais où est-ce que ça engendre le plus de dépenses, souvent c'est, m'excuserez, dans les milieux, les routes, où est-ce qu'il n'y a pas de réseau d'aqueduc. Donc très peu de municipalités ont 3 camions pouvant faire face à cette... faut que tu délivres 30 000 litres d'eau, je crois, là, dans les 30 premières minutes. Donc, quand vous avez Saint-Basile, l'exemple, on a 2 systèmes, deux systèmes de pompe. Il y en a un qui reste au feu. Fait que donc, il ne transporte plus d'eau. Ça prend automatiquement 2 camions pour transporter d'eau. Donc, aussitôt que tu es dans un rang, que tu as un feu de bâtiment, tu es obligé de sortir en entraide. Fait que, fausse alarme ou pas. Il y a des façons de gérer ça, peut-être, qu'on pourrait amoindrir l'effet du 5000. Mais je pense qu'avec avec nos chefs, puis avec des gens, avec les personnes concernées, il va falloir analyser tout ça comme il faut, puis regarder là, quelles vont être les meilleures solutions pour nous autres. Mais je vous le dis, on peut discuter un peu de la forme, mais on n'aura pas le choix on ne peut pas discuter du résultat. Il va falloir livrer la marchandise pour que notre schéma soit accepté. Puis pour garder pas l'immunité, mais l'impunité, on n'a pas le choix d'avoir un schéma accepté. Donc, ça va par là. Pour le reste, il y a de l'évolution au niveau de... On a eu les résultats, vous savez, il y a une étude de regroupement qui se fait pour les services d'incendie dans l'Est. Il y a 6 municipalités impliquées. On a fait faire une étude qui finalement en a apporté plus de réponses qu'on avait posé de questions, même qui a été plus large.
Je pense que le consultant, on a eu a fait un excellent travail. Les gens qui étaient présents ont tous apprécié la qualité du rapport, les pistes de solutions. Je dirais qu'à première vue, là, c'est très positif. C'est des choses, on va voir qu'est-ce que ça va apporter. Les vraies discussions vont commencer parce qu'on va parler des coûts, des sous, des partages de factures, des apports financiers de chaque municipalité, comment on gère tout ça. L'argent est en dedans de la guerre, c'est probablement là que les discussions les plus animées vont avoir lieu. Mais il y a quand même, je pense, si on regarde ça le plus honnêtement possible, des gains importants au niveau de l'efficacité à aller chercher de cette façon-là. Il y a aussi il y a eu des discussions dans l'Ouest, je vais laisser mon confrère Bernard s'il veut revenir, là, mais il y a eu des discussions dans l'Ouest qui ont avancé au cours des dernières semaines. Puis il y a d'autres rencontres de prévues, je pense. Là, il y a une rencontre qui a été ce soir, on s'est rencontrés avant la réunion. Je pense qu'on a fait un pas de reculons là, avec. Vous savez qu'il y avait 8 municipalités qui avaient mentionné être en accord avec une étude dans l'Ouest pour le regroupement. Maintenant, ce soir, la majorité là, des municipalités sont entendues pour consulter avant leur chef, pour connaître leurs besoins, voir s'il y avait des besoins de regroupement. Donc, il va y avoir une rencontre au cours du mois de juin pour mettre ça en marche. Dans ma grande naïveté, je pensais que le dossier était réglé, mais malheureusement. C'est toujours plus complexe. C'est pas de la naïveté, c'est de la complexité. C'est ça. Fait que ça a fait pas mal le tour de la réunion. Je pense que les confrères, j'ai oublié quelque chose, là, mais c'était pas mal ça. Fait que, il va y avoir probablement un relâche au niveau de l'été pour le comité de sécurité incendie. Ceci dit, les travaux continuent d'avancer pour le regroupement de l'Est puis le schéma. Merci beaucoup, M. Bernier. Je pense qu'il y avait une question. Oui, Médecin. Oui, en fait, j'avais une question concernant, si je reviens à l'entraide automatique, on avait comme voté une résolution pour signer une entente d'entraide, devient-tu caduque ou suspendu à cause de tout ça, dans le fond? Je pense que oui, si elle n'est pas caduque, il va falloir la rendre caduque parce qu'elle ne sera pas conforme aux normes et aux exigences du ministère. On n'est pas les seuls qui l'avaient compris comme ça, là. On n'est pas sorti de la planète Mars, là, mais je pense qu'on a compris ce qu'on voulait bien comprendre. Mais il y a encore des discussions puis des analyses qui vont se faire avec le comité, avec la sécurité publique. Là. Ils ont bien compris, M. Jobin, entre autres, là, les préoccupations municipales, mais également les chefs qui étaient là, que même pour eux autres, ça n'a pas de maudit bon sens, sortir 2 citernes, c'est une alarme. Là. Alors, écoutez, il y a déjà des façons de faire. Ça devient une gestion du risque. La sécurité publique est consciente de cela. Peut-être qu'il y a des façons de diminuer le coût de l'entraide automatique ou des façons de faire. Alors, c'est ça qu'on est en train d'élaborer avec les chefs et le comité pour voir comment ça se fait ailleurs. Okay. Et on va vous revenir à quelque chose. Merci. 7.7, transport régional, M. Langlais. Il y avait une autre question. Oui, excusez. Moi, je comprends bien que les autres MRC dans cette question. On n'a pas le choix. Pas le choix. Personne peut parler avec le ministère et dire que ça n'a pas de calvaire de bon sens. Sauf que ça, c'était dans la première chaîne. Puis on ne l'a pas fait. Ou en partie. Je pense qu'il y en a 2 municipalités qui avaient adopté une entraide automatique, 2 ou 3 avant la date limite. Puis notre entraide automatique n'est pas au niveau, n'est pas encore assez automatique. Elle n'était pas encore conforme à ce que le ministère attendait. C'est le ministère qui nous a signifié que pour l'adoption du 2e schéma, c'était une condition sine qua non. Donc, ça veut dire que les autres MRC qui avaient fait approuver le premier schéma avaient une entraide automatique dedans. Est-ce qu'ils ont tous fait comme nous, puis ils ne l'ont pas appliqué ou ils l'ont fait à moitié, je ne sais pas. Mais je sais que dans la révision du schéma, ce que le ministère dit, c'est pour c'était un des éléments du premier schéma, puis il va devoir être réalisé avant l'adoption du deuxième. On peut crier, je pense que la FQM a... Je suis d'accord avec jasé là-dessus. Ce que je veux dire, c'est est-ce que le ministère nous mène comme il veut là-dedans, mais nous autres, on ne dit pas un mot, on embarque dans la dépense pour sortir des camions pour des alarmes. Les autres MRC ont aussi nous poser la même question à nous autres. Si vous me permettez, dans ce que tu dis, la première fois, tu dis est-ce qu'il nous mène comme il veut? Oui. Parce qu'on est un fruit du ministère, puis c'est lui qui décide des lois, des règlements, puis comment on va les appliquer.
C'est plate, là, mais c'est ça. Est-ce qu'on dit rien? Je pense pas. Là. On a crié dans le premier schéma autant comme on a pu. Pour ceux qui étaient là depuis... en tout cas, moi, ça fait 10 ans que je suis là, puis ça a pris comme 10 ans pour faire un schéma qui m'était bon pour 5 ans. Là. Vous me corrigerez, là, mais ça a été... Denis, ceux qui étaient là depuis longtemps, là, ça n'a pas été évident. Peut-être le premier schéma, là. Non, puis rappelez-vous quand même qu'une fois adopté, on a demandé un rapport parce qu'il y avait à peu près personne qui a bougé dans la première année. Donc, c'est pas notre plus belle réussite, le schéma de couverture de risque. Puis c'est comme ça. Mais puis on n'est pas les seuls. Okay? Ceci dit, on pense que les mentalités changent tranquillement. Là. Les changements sont un peu plus faciles à la 5e année du schéma qu'à la première année du schéma. Mais on a toujours l'impression, moi je l'ai messager, on l'a fait le calcul à Saint-Beauzile en nous disant que ça coûterait 5 000 de plus. Il n'y a rien de drôle. C'est déjà, les augmentations ont été loin au-delà du coût de la vie dans la sécurité incendie dans les dernières années. Vous êtes tous conscients de ça. Mais c'est la donne. Fait que, Pierre, pour ta gouverne, là, on a eu des échanges avec M. Jobin assez virulentes. Là. Il y a quand même, je ne dirais pas un pouvoir discrétionnaire des villes, mais eux, ils donnent en fait, on va appeler des atteintes d'objectifs. C'est des paramètres très académiques. Sauf que M. Jobin, il le dit sur le bout des lèvres, mais il l'a quand même dit, écoutez, il y a des gens qui s'organisent différemment, mais c'est une gestion du risque. Alors, les exemples, la Ville de Québec, OK, mettons qu'il y a des casernes à tous les 5 km, peu importe, là. Puis il peut dire, ben, la force de frappe, mettons que ça prend 2 camions. Mais quand il y a une alarme, il y a un camion, puis il faut que les 2 camions soient là en dedans de 10 minutes, mettons. Mais ça prend 4 minutes au feu. Fait que le premier camion, s'il arrive là, puis il s'aperçoit que c'est pas rien qu'il y a une fausse alarme, mais qu'il y a un feu déclaré, il cale, puis il va avoir le deuxième truck à l'intérieur du temps requis. Donc, ça, c'est une gestion du risque. S'il n'y a pas de bad luck en s'en venant le camion, il faut se croiser les doigts que... Mais théoriquement, là, ça, c'est une gestion du risque. Sauf que nous, en général, quand on est dans les rangs, ce qu'on manque, c'est d'eau à l'attaque initiale, parce que ça dit que ça prend 30 000 litres. En tout cas, nous autres, à Saint-Basile, il manque 3 000 litres. Fait, ça écœure un peu le peuple. 3 000 litres, tu sais, à Warsou, on a essayé de trouver un truc un peu plus... mais il manque, ça le prend. Fait que c'est écrit dans le chiffre. Fait que le jour où il y a un os, la compagnie d'assurance vire de bord, dit ton attaque initiale, tu dois avoir 30 000 litres, tu es arrivé avec 27 000. C'est donc bien plat. C'est ça qui va arriver. Fait que la game est ça. Fait que tu pourrais dire, on part juste avec nos 2 camions. Puis si c'est un feu déclaré, on colle le voisin. Fait qu'il y a possiblement des secteurs dans ton coin où le voisin va être assez proche, puis il va arriver à l'intérieur des délais requis. Mais quand c'est le cas, quand c'est pas le cas, vas-tu laisser la gestion de ça à ton chef? Dans l'action, dans l'énervement, le chef n'est pas là, il est en vacances, le meilleur adjoint est aussi en vacances, puis c'est le 2e, qui est un bien bon gars, puis sûrement un bon opérateur. Mais d'un coup sec, lui-là, il n'est peut-être pas tout au fait de ça, puis il oublie d'aller coller en s'en allant. Voilà. Fait qu'il y a des risques c'est ça qu'on va regarder, évaluer. Y a-t-il des secteurs que oui, ça serait applicable, des secteurs que ça ne l'est pas? On va voir, on va vous revenir avec quelque chose. Mais on l'a dans la gorge, là. C'est ça. C'est sûr que c'est différent de la Ville de Québec. Là, on parle des gens qui sont assis dans la caserne et regardent la télévision. C'est ça. Nous autres, on parle des gens qu'on sort du lit à 3 h du matin, qui vont aller éteindre un feu de cheminée à côté, qui n'avaient pas besoin de nous autres. C'est sûr qu'il va y avoir des coups. Puis non, c'est pas vrai que les MRC ont embarqué là-dedans. Les MRC de leur quartier, ça n'a pas marché. Puis ils sont organisés autrement. Là, ils s'organisent autrement, par aussi des assurances, c'est comme ça que ça marche. Fait qu'à sur moins avec ça. Fait que les comptes assurants ont parce que ça a monté, ça a baissé, ça a monté sûrement. Ils sont moins ouverts, mais en tout cas, pas ça pour dire qu'ils vont pas en jaser plus, parce que nous, ça représentait vite de même, peut-être des coûts de 50 000 $ par année. Si tout le monde sort avec les fois en entraide, ça va être des coûts. C'est plus important, on est dans la révision de notre schéma. Donc, c'est là-dedans, c'est en négociation avec le ministère de la Sécurité publique. On est conscient qu'il y a des coûts. Le ministère de la Sécurité publique, eux autres, c'est des fonctionnaires qui appliquent des règles. Mais évidemment, nous autres, c'est juste pratique. Alors, on va moduler. C'est sûr qu'on va continuer à négocier. C'est pareil, on l'a fait tantôt, avec les castors. Même affaire. Mais pourquoi qu'on ne le dénonce pas encore une fois par résolution, ce que Pierre disait tantôt, là? Des fois, ça serait peut-être bon de dire au ministère, essayez de rebaisser un peu les paramètres, ils nous en demandent trop. C'est pas logique. On pourrait avoir chacun un bunker dans nos résidences pour se protéger du feu. Mais à un moment donné, trop, c'est comme... Dans la vie, là, il y a un risque d'accident. C'est la vie. La nature est faite de même. C'est plus des risques sociaux. C'est bon. Moi,
Donc, vous savez, d'habitude, je suis le premier à demander, à exiger des choses, à récriminer face au gouvernement. Sauf que là, c'est plus une question de gouvernement. C'est une question de compagnie d'assurance qui impose des choses au gouvernement parce qu'on va se faire poursuivre. Moi, j'ai déjà vécu à Beauport, et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, le restaurant La Bastogne a été poursuivi. On a poursuivi la ville de Beauport pour 5 millions. Ils se sont tournés de bord, le lendemain, ils fusionnaient avec la ville de Québec pour avoir du service. Puis, ils ont eu à payer. Alors, c'est juste pour donner une idée jusqu'à quel point on est au bâton. Tout simplement. Alors, oui, je suis d'accord pour récriminer quand c'est le temps de le faire, mais lorsqu'on parle d'incendie, on parle de la santé des pommes de voie, puis des risques matériels qui, eux, les compagnies d'assurance s'occupent de travailler. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de feu déclaré. Là, c'est parce que le ministère nous impose d'être là sans feu déclaré. On était tous d'accord avec le feu déclaré. Pour revenir à la question, c'est que c'est sans feu déclaré qu'ils nous l'exigent. C'est ça qu'il n'y a pas de problème. Ah, mais un feu de Je pensais cheminée, que Trump va un partir feu de de- cheminée, c'est un feu. C'est un feu déclaré, un feu de cheminée. Pourtant, un feu de cheminée, quand t'arrives avec, quand t'arrives, mettons que ça te prend 30 000 litres à l'attaque initiale, t'arrives avec 27 000 litres, là. Si t'as pas éteint ton feu de cheminée avec 27 000 litres, là, change de job, là. T'es pas d'être pompier, là. Aussi, là, tout le monde aujourd'hui, là, a des cheminées de R2000, là, des C'est cheminées ça. de briques 5, là, il n'en reste plus en campagne. Non, Peut-être qu'à un moment donné, il faudra dire aux fonctionnaires à Québec, peut-être qu'ils n'ont pas compris encore. ils chauffent pas au bois, Ouais, c'est ça. C'est là, à un moment donné, on devient con là-dedans. Ouais. Donc, Pour résumer, Pierre, la dernière réunion du comité de sécurité incendie avait pour objectif de dénoncer la position du ministère, ce qui a été fait clairement, puis conjointement avec les chefs, plus les représentants de la MRC. M. Jobin, il est parti avec toutes les déclarations virulentes qu'on lui a faites. Là, il est reparti, puis il dit « Moi, je suis disponible à revenir nous voir. » On lui a clairement dit qu'on n'était pas d'accord. Tout le monde est d'accord pour l'entraide automatique sur des feux déclarés. Ce qu'on nous dénonce, c'est les fausses alarmes puis les feux non déclarés. Donc, le message a été porté. J'ose espérer que M. Jobin et Mme Rayon vont entendre quelque chose par rapport à cela, mais on n'est pas seul à dénoncer cette situation-là. Donc, le comité de sécurité incendie, en fait, aujourd'hui, il y a des échanges de courriels assez imposants. On essaie de trouver des façons. Est-ce qu'on peut remplacer une citerne par de la mousse? Il y a différentes pistes qui sont en analyse. La réponse est non, mais on regarde d'autres choses. Donc, on va vous revenir avec quelque chose. Puis si l'objectif, c'est d'améliorer le service et la sécurité des Pornevois, c'est ça qu'on va faire. Donc, on continue à travailler là-dessus, mais on voulait au moins vous mettre une mise à jour de la rencontre qu'on a eue avec les intervenants. Alors, mais on lâche pas, là, on continue. Sauf qu'en même temps, prévention incendie, là, tu sais, un feu déclaré, là, il est tard, là. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais ça va vite un feu, là. C'est pas dans la demi-heure qui suit, là. C'est tout de suite, là. Puis si ton truck, là, comme dit, la Ville de Québec, on tente d'aller voir, puis ils reviennent en dedans de 10 minutes. Mais si, là, tu arrives, c'est le premier 10 minutes, après ça, tu calls l'autre, qui arrive au bout de... Ça fait 20 minutes, ça fait une demi-heure que le feu brûle. Oubliez ça, vous allez sauver le sauvage. C'est ça qu'on fait, là. On sauve des salaires, là, en milieu rural. Moi, tu sais que la Ville de Saint-Raymond, ça coûte 50 000 de plus. Divisé, puis on dit, ah ben non, quand on va s'organiser, là, puis les assurances, ils nous chargeront en conséquence. Je ne sais pas si vous savez, mais 50 000 sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond d'assurance, ça ne fait pas beaucoup chaque personne, ça. On est peut-être bien mieux de mettre de l'argent en prévention que de payer les assurances, puis regarder brûler nos maisons, puis avoir quelqu'un qui meurt dans le feu parce que le deuxième est arrivé 10 minutes trop tard. Là. Mais on en fait de la prévention, on n'en fait pas, puis ça a un coût. Quand on regarde, puis ça, ces historiques-là, là, ça remonte à... Le ministère s'est basé sur les statistiques en Ontario au Québec. On faisait figure de parents pauvres au Québec. Ils brûlaient des maisons et ils mouraient du monde dans nos incendies. C'est cette situation-là qu'ils veulent corriger. On peut continuer à regarder brûler. Ça l'a changé. Puis il y a aussi, il y a des choses, tu sais, comme on disait, la prévention. Bon, c'est un mot à la mode, souvent un peu galvanisé, hein, qu'on va sauver des cas de prévention, mais je donne un exemple là, qui est quand même concret. Le 90 secondes des systèmes d'alarme. Quand un système d'alarme d'incendie est installé à l'heure actuelle, là, les microtech que vous avez chez vous, les protectrons de ce monde, l'alarme d'incendie décolle, quand même que la personne elle prend le téléphone, là, puis elle appelle sa compagnie d'assurance, de choses, elle dit « trop tard, moi je peux pas le canceller », parce qu'ils ne savent pas qui appelle ou whatever. Puis là, le système téléphonique, souvent, ne marche pas, parce que c'est le système d'alarme qui a pris la ligne, c'est le zoo. Là, les nouveaux systèmes, ils ont un délai de 80... Ça veut dire quand l'alarme décolle, la chose part, vous avez 90 secondes pour juste peser sur un piton puis l'arrêter l'alarme.
Puis à l'intérieur de ces 90 secondes-là, ça ne donne pas le signal là-bas, puis ça ne part pas dedans. Ben, on pourrait, par règlement, l'exiger sur nos territoires, que les systèmes d'alarme incendie doivent être comme ça. Puis je pense que la loi l'oublie, mais les compagnies d'alarme, ils ne poussent pas parce qu'il faut qu'ils aillent changer, il faut qu'ils aillent modifier la programmation des consoles, il faut qu'ils se déplacent, puis des choses à faire. Mais c'est sûr que si on fait ça, puis on élimine 75% des fausses alarmes, c'est plus 7000 à Saint-Basile, là. Ça va tomber peut-être à 3500, là, ou à 4000, ou à 2000. Ça a un impact. Ça, c'est des choses, ça en est des pistes de solutions, il y a du travail à faire. Mais est-ce que, en tout cas, il semblait bien clair que oui, ça va prendre une entrée automatique, puis non, ça ne se fait pas selon ce qu'on la comprend, mais c'est ce qu'ils veulent. On peut faire un travail politique, ça n'empêche pas un, ça n'empêche pas l'autre. Il y a un travail, il y a des choses à faire pour baisser les coûts. Comme je disais, il y a une analyse de déploiement à faire, là, on peut peut-être gérer certains risques, mais on ne va pas tous les gérer. C'est sûr qu'on va avoir une augmentation, moi, ça serait péter de la boue que de vous dire le contraire. À combien? Daniel? Tu sais, dans nos discussions, on parlait, là, à un moment donné, ça nous prend un système pour avoir X quantité d'eau. On peut s'acheter un système aussi, vous avez vu. On n'est pas obligé d'acheter un camion de pompier de 500 000 avec un nageur dessus. On ne faut juste emmener de l'eau. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir regarder là-dedans. Acheter un système supplémentaire qui est toujours prêt à partir, qui va accompagner ton camion. En tout cas, différentes avenues pour pouvoir penser. Les systèmes là. Ben oui. C'est pas obligé que ce soit chacune des municipalités qui l'achète le système. Pour avoir des regroupements, les ministères de la sécurité publique sont ouverts à ça. L'idée, c'est d'améliorer la sécurité. On les a, les systèmes. Oui, on les a. Tu sais que, si simple, je vous donne un exemple, mettons, nous autres, puis Port-Neuf, on est voisins, là, dans les limitrophes. À nos deux, on a en masse de systèmes, il n'y a pas de problématique. Sauf qu'ils n'ont pas assez tout seul, puis on n'a pas assez tout seul. Donc, les autres ils disent, vous sortez automatiquement comme si vous aviez le truck chez vous. Tu vas évaluer à ce moment-là si ça coûte moins cher d'avoir un autre système chez vous que d'avoir l'entraide automatique. Tu sais, je veux dire, on a du travail à faire. Mais l'entraide automatique, comme on vous avait présenté, puis qu'on disait c'est pas si pire que ça, c'était pas ça. Donc, ça conclut la discussion. 7.8, régie régionale. Dominique, est-ce qu'il y a des points particuliers? 7. Excusez-moi, Ghislain, 7.7. La parole est à toi, mon cher. Merci. Non, je trouve quelque part, c'est une soirée un petit peu négative, mais je vais juste en remettre un peu. Là. La commission de transport, on vient de recevoir une nouvelle qu'on nous coupait de 130 000 de subvention. Qui est 200 000 par année habituellement. Mais maintenant, ça frappe dans le dash un peu, là, puis je me dis, depuis tantôt qu'on entend parler de la fonds, on va changer les montants d'argent, le service d'incendie, puis là, on nous arrive avec celle-là. Puis moi, je me dis, le ministère, à partir de là, je pense que le gouvernement devrait être un facilitant pour les municipalités. Puis là, je trouve qu'à l'époque, on est facilitant, mais ça coûte cher. On paye tout le temps. Mais dans ce sens-là, à un moment donné, c'est sûr que c'est pas définitif parce qu'il y a eu une rencontre du président du CTRP avec le sous-ministre, etc., pour faire les doléances au niveau de la commission de transport. J'ai pas de nouvelles plus que ça pour le moment, sauf que je me dis le prochain mois, quitte à ce qu'on passe une résolution, parce qu'on va faire quand même des récriminations au niveau du député, etc., là, en cours de route, dans le mois qui vient. Mais la prochaine rencontre, je pense que si on n'a pas de nouvelles au niveau de la subvention, il faudrait passer encore là, comme on a fait pour les autres choses, une résolution pour faire en sorte que le ministère respecte sa parole ou qu'il donne, des transfert les argents avec les responsabilités qu'il nous en donne, qu'il nous apporte dans ce sens-là. C'est comme ça. C'est pas trop négatif parce qu'il y a eu des éléments à faire, puis c'est supposé donner des résultats. Mais d'ici le prochain mois, on va savoir. Ça va? M. Bédard? Juste pour ma culture personnelle, y a-t-il une raison qui a été invoquée pour ce... Non, il a annoncé cette année, la subvention, c'était à 70 000 ou 200 000. En fait, l'orientation gouvernementale, c'est de dire si tu as des surplus, tu vas puiser dans tes surplus, donc indirectement, ta subvention va baisser. L'os, c'est que souvent, ils nous confirment le toit qu'on va avoir 3 mois, quand c'est pas 6 mois après que l'année a commencé, puis tu reçois le chèque 3 mois plus tard. Donc, ça fait 9 mois que tu opères. Puis si, mettons, d'une année, ils décidaient qu'il n'y en a plus, ils n'en font plus, puis que nous autres, on dit on arrête le transport, on a une entente avec le fournisseur de services qu'il faut y payer 3 mois, parce qu'il a acheté des autobus, donc il faut y payer 3 mois de pénalité en sortant. Fait que les surplus, ils servent à financer le retard du gouvernement, puis à financer le risque qu'à un moment donné, on a une pénalité de 3 mois à payer. Fait que tu n'as peut-être pas besoin d'autant, même le comptable, je me souviens quand on était là, le comptable, le vérificateur qu'on a, disait
pourquoi elle a besoin d'autant de surplus? Ben, ils regardent la date que les chèques du ministère. C'est vrai qu'à nous payer quand c'est le temps, on n'aura pas besoin d'autant de surplus pour. On se rappelait le mois d'année quand je suis arrivé à la MRC. On se rappelait que la MRC comme telle a trouvé de débourser un montant d'argent pour faire en sorte que la commission de transport fonctionne jusqu'après les fêtes. Parce que M. Poirier vient de mentionner, c'est exactement ça. On l'a vécu il y a 3 ans, puis je pense que là, on pourra l'en vivre. Donc, on va se débattre là-dedans, on fait en sorte qu'il essaie le plus possible d'avoir nos argent à les explications nécessaires. Parfait. Donc, dossier à suivre. Prochain mois, on va donner une nouvelle là-dessus. Excellent. Merci, M. Langlais. 7.8, rien de particulier. 7.9, Forum des élus. M. Dion. On peut parler peut-être de la dernière réunion qu'on a eue, le Forum agricole et agroalimentaire de Capitale-Nationale qui s'est tenu dans Port-Neuf le 28 avril 2016. Je pense que c'était un gros succès. Il y a eu 150 participants et puis c'est des élus de Capitale-Nationale. Il y a eu plus que 30-35 élus qui étaient là sur place. Et puis, on a parlé de différents chantiers, le marché public de Québec, naturellement, qui a été mis à l'ordre du jour. C'est à mieux d'en parler de ce temps-là que par les jours qui courent. En tout cas, ça la création d'une banque de terre agricole, qu'on a discuté aussi, le développement du marché, la relève entrepreneuriale et la main-d'œuvre. Je pense que c'est des points intéressants. Et puis, chose quand même intéressante, c'est qu'on est rendu 3 heures l'après-midi encore, puis les 150 états là. Ça a été à souligner. Puis je pense que beaucoup de gens ont découvert Port-Neuf. C'était une bonne idée de voir ça dans Port-Neuf. Je pense que c'était un bon succès. Très belle activité. Puis je tiens à remercier en fait la ville de Saint-Raymond qui nous a accueillis de manière très, très, très élégante, puis à la hauteur de votre talent. Alors, les participants ont tous apprécié. Ils ont connu Port-Neuf, ils ont appris à connaître Saint-Raymond également. Et puis, ça nous a démontré que dans Port-Neuf, on est capable de recevoir des congrès d'envergure. En fait, le centre multifonctionnel à Saint-Raymond est tout à fait parfait pour ce type d'événement-là, avec des chantiers, il y a eu des tables de travail qui ont été réalisées au cours de l'avant-midi. Alors, chapeau, Daniel, à ton équipe à la ville, ça a été très bien réussi. Merci. Excellent. Point numéro 8, affaire nouvelle, intervention des représentants. Okay. Oui. Vous avez sûrement reçu, comme moi, un courriel à l'effet que M. Nat a organisé un comité, M. Nat, notre député, un comité pour les soins dans Port-Neuf. Dans ce courriel-là, il mentionnait qu'il y avait des élus qui devaient être sur ce comité-là. Alors, j'aimerais ça savoir qui manifeste leur intérêt ou... Monsieur Tessier, il y avait 2. Rappelez-vous que la dernière session de travail, on a nommé 3 représentants pour le réseau local. Le réseau local s'est formé, en fait, là, de représentants de la société civile. Il y a M. Dion qui est sur ce comité-là, M. Denis et moi-même. Et là, ce qui a été, en fait, proposé, c'est un comité qui est très informel, il n'est pas officiel. À la demande de M. Matt, c'est d'inviter l'ensemble des maires qui ont des établissements de santé sur leur territoire. Donc, on parle de Saint-Raymond, on parle de Pont-Rouge, on parle de Donnacona, on parle de Saint-Hubal, on parle de Saint-Marc. Et j'en oublie pas d'autres. C'est à peu près partout. Alors, Saint-Casimir, avez-vous un CLSC? OK. Ben, tu as reçu le courriel? Oui. OK. Il y a une rencontre vendredi, 15h30. Donnacona. Dans ici. Ah, ici, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Ici, Dominique. M. Vanguard. J'aimerais savoir où on a rendu la pétition, combien il y a eu de signatures actuellement. Bon, c'est sans surprise que je voulais vous parler de ça ce soir. C'est sûr qu'on a discuté l'autre jour à une réunion spéciale, mais je voulais dire quand même pourquoi on était rendu là. En fait, l'éloignement des hôpitaux de Québec et les services de santé dans Port-Neuf sont sous-financés, ne répondent pas à la demande des 52 000 Portneuvois et Portneuvoises. Des études comparatives démontrent que l'hôpital régional de Port-Neuf n'a pas les ressources nécessaires pour donner des services spécialisés de proximité que la population est en droit de s'attendre. OK, ces études comparatives-là, c'est pas moi qui les ai faites. Il y en avait un C3S dans Port-Neuf qui en ont réalisé des études. Ça fait 5 ans, moi je suis maire, ça fait 5 ans que je vais rencontrer Mme Simon, la direction. Ils ont fait des études, ils ont dit non, c'est pas ça. Il faut réorganiser nos services maintenant. On fait plus moins de bâtisses, puis on fait plus de services. Et puis, il y avait des études pas mal complètes quand ça a fermé, mais malheureusement, ça a fermé. Puis là, on a tombé dans le SUS. Et malheureusement, ces études-là sont rendues en dessous d'une table. En tout cas, pour dire, faire une histoire forte, le SUS, on ne considère pas du tout.
OK, alors considérez qu'il y a des promesses non tenues aussi des ministres précédents, là, parce que le docteur Bolduc est venu nous en faire des promesses. Puis le TACO, il nous a promis, puis la chimio, puis dans le temps, puis j'ai relevé, je suis allé voir le docteur Bolduc à le courrier de Portneuf, vous allez trouver tout ce qui a été dit dans ce temps. La fondation aussi qui est venue nous représenter ici, les services de santé de Portneuf, a amassé des sommes considérables. On parle au moins d'1,2 million pour faire l'acquisition d'un TACO, l'implantation d'une clinique de chimiothérapie. Il faut savoir que maintenant, les gens, vu qu'ils ne le font pas, bien, ils veulent avoir leur argent parce qu'ils ont mis ça pour un équipement spécialisé. OK, ça, c'est une autre chose qui est entre le CIUS, la capitale nationale. Moi, j'ai allé rencontrer 3 fois pour voir ce qui était rendu notre dossier de Portneuf, en particulier l'hôpital. Finalement, il refuse de doter la région. Il a dit le TACO, non, il n'aurait pas. Des lits de courte durée, non, il n'aurait pas. 3e étage de l'hôpital, ça fait 6 ans qu'il est vide, il est vacant. 3 ans. 6 ans. Pas 6 mois, c'est pas 6 ans, 6 ans. Il a dit des traitements d'hémodialyse à un autobus là, qui se promenait un autobus, mais elle a fini l'autobus. Fait qu'on dit l'hémodialyse, c'est fini. On n'en fait plus non plus à l'hôpital. On ne fait pas dans le fait. Il y avait un projet qu'on mettait des lits. L'hémodialyse, ils ont dit non, c'est fini. Maintenant, ça va se faire à domicile. On fait l'hémodialyse à domicile. Vous voyez ça là, au Québec, faire ça. Parce qu'ailleurs, ils font les hôpitaux. Nous autres, on dit, les patients vont s'organiser chez eux. Puis ça refuse d'accorder plus de ressources dans Portneuf, puis on suspend les services de mammographie. Ça, c'est supposé être temporaire, c'est quand même pas là depuis le mois de décembre. Ça fait 6 mois qu'on n'a plus de mammographie. Fait que les femmes de mammographie préventive, ils n'en font plus. Ils ne vont pas à Québec. Bon, ça, c'est un point. Puis pire que ça, c'est qu'elle manque de soins de proximité. Il y a des patients que plusieurs médecins m'ont révélé qui préfèrent abandonner leur traitement afin d'éviter de se déplacer à Québec pour les ophtalmies. Parce que c'est grave. Quand tu dis que tu as des traitements chimio, tu dis que tu vas avoir 20 traitements à l'hôtel du Là, on parle des gens qui se laissent aller. Là, nous autres, on a eu beaucoup de représentations de citoyens. Là, ça a commencé à chauffer, puis plus que ça allait, puis plus qu'on voyait ça dans les journaux. Puis là, les gens, moi, j'en ai eu dans mon bureau qui venaient à pleurer. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites pour nous aider? En tout cas, j'ai rencontré Mario de la Fondation, puis il disait qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait que là, à un moment donné, les citoyens sont réunis, puis là, il y a eu un comité de citoyens formé. Okay. Le comité de citoyens, il exige, il y a eu des choses établies. On a 3 rencontres de fait. Il y en a une autre qui est vendredi matin, avec une conférence de presse au bout de ça. Ça va être la 4e rencontre. Le comité de citoyens exige une rencontre avec le ministre Barrette. C'est sûr, c'est plus d'argent, bon, il faut aller plus loin. OK. On demande de rétablir les soins de santé acceptables dans les massifs de Portneuf. On demande de réaffecter des ressources humaines, matérielles et financières à l'hôpital régional de Portneuf, en particulier pour son service d'urgence. Une petite parenthèse, là, il y a un chantier qui se passe actuellement là, à Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas si vous savez ça. Là. Il y a un nouvel hôpital de 4 étages. OK, ça va comporter une urgence, un bloc opératoire, nous autres, on n'en a pas dans Portneuf. 2 salles d'opération, on n'en a pas dans Portneuf. Des cliniques externes bénéficiant de 16 salles, on n'a pas. Une unité de courte durée en gériatrie, une unité de réadaptation fonctionnelle, totalisant soins intensifs de 12 lits. On n'a même pas ça, on n'a même pas. Contre 7 lits en santé mentale, ça, je sais que ça fait longtemps qu'il travaille pour avoir ça de notre santé mentale. On n'a pas dans il pense qu'il va être le prochain patient. Et 28 lits de soins de courte durée en médecine de chirurgie. En plus de ça, il rajoute 103 lits en hébergement. OK, on va prendre 103 lits faire mon. Mais ça, là, Baie-Saint-Paul, c'est Charlevoix. Charlevoix, vous irez voir ça. Dans la MRC, c'est 13 000 habitants. C'est pas 52 000. Fait que là, ils ont juste ça. Fait que là, nous autres, quand on se compare à un moment donné, on dit qu'il n'y a pas qui ne marche pas. Là. Fait que là, on demande de recevoir une part juste équitable des médecins et des professionnels de santé œuvrant sur le territoire de la capitale nationale. Parce que là, on est rendu dans la même famille. On est rendu avec Charlevoix. Là. Fait que là, la tape, fait que là, on est en train de compter la tape. C'est quoi la tape? Puis c'est bien de valeur, mais c'est pas un médecin dans 2018. Là. Moi, je pense que c'est des dizaines de professionnels qui nous manquent dans Portneuf. Là, on va aller prouver ça, c'est le ministre. Moi, je pense que ça nous revient. Après ça, on marque rétablir 2 GMF. Vous savez qu'à un moment donné, on a appris qu'ils ont formé un GMF. On en avait avant 2. Ils ont formé un GMF. Ça veut dire quoi, c'est un GMF? Il faut savoir ça. Que, l'autre fois, M. Delamare du CIUS, il a dit on a le droit d'envoyer les médecins dans un GMF. Ils vont dire tu t'en vas dans le Portneuf, mais ils ne pourront pas dire tu t'en vas à Saint-Raymond, tu t'en vas à Saint-Hubert, tu t'en vas à Saint-Marc. Ils peuvent tous s'en aller à Neuville, puis ils vont être corrects, ils vont dans le GMF de Portneuf. Okay? Fait que là, actuellement, supposons qu'il y a un médecin qui prend sa retraite à Saint-Ramon, Hector Bédard, pour le nommer, bien lui, ça laisse une place, mais le nouveau qui arrive, puis il s'en va à Neuville, c'est parfait. Il rentre dans le corps, il est dans le même GMF, mais là, ça ne marche pas. Nous autres, dans le Nord, puis à Saint-Marc, c'est sûr que dans 3-4 ans, on n'a plus de médecins. Ouais. Les médecins, ce qu'ils préfèrent, les autres, c'est de rester à Sainte-Foy, puis travailler à Neuville. Okay? Ça part de là. Okay? Il faut qu'il y ait avoir un. Fait que là, nous autres, on réclame 2 GMF. Fait que là, on a fait une pétition papier.
qui est parti en fou pas mal. On a plus que 8 000 noms. Demain, on va être compté vendredi, on en a 10 000. Après ça, on a retravaillé une pétition électronique, parce qu'on pouvait le faire aussi sur l'Assemblée nationale. On a travaillé ça. J'ai demandé à Michel Matt de la présenter. Il a décidé oui, il la présente. C'est lui qui va nous la présenter. Et puis, c'est facile, vous allez juste à taper Assemblée nationale pétition. Vous allez voir soins de santé, vous cliquez là-dessus, puis vous remplissez votre pétition. C'est réglé. Fait que les noms sont partout, les pétitions sont partout dans Port-Neuf. Puis moi, je vais arriver avec au moins 15 000 noms. Je vais arriver, on va barrer, puis on va déposer ça. Puis là, ça ne durera pas 6 mois, cette affaire-là, parce qu'on va déposer ça à la fin de l'Assemblée nationale, qui se termine le 10 de juin. On va déterminer ça avant la fin de la session. On va déposer notre dossier de Port-Neuf, puis après ça, on rencontre une ministre, je pense qu'il voudra avec nous autres, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il nous donne des choses. C'est sûr qu'on est les enfants pauvres, on est rendu avec un hôpital de brousse, on est les enfants pauvres, on est la province de Québec. Il n'y a personne, je pense, au Québec qui fait autant de ménage que nos citoyens pour aller recevoir des soins. Je parlais à quelqu'un cette semaine qui disait qu'il y avait des traitements chimio à l'Hôtel Dieu de Québec. Mais il dit, quand tu vas aller là à 8h30 le matin, c'est bien de valeur que tu pars 2 heures avant. Puis là, tu es là l'hiver, il a-tu neigé, tu mouillé. 2 heures avant. Tu pars à 6h30 pour te rendre à 8h30. Puis tu es malade. Trouver un stationnement. Tu es malade? Tu es malade. Puis là, en revenant, tu arrêtes 2-3 fois au médecin, on t'emmène. Ça n'a pas de bon sens. Je suis supposé avoir ça dans Port-Neuf. Ils les ont ailleurs. Tu sais, à un moment donné, on peut dire, OK, Charlevoix, c'est un petit peu plus loin. Bon, à ce moment-là, on va prendre Montmagny. L'hôpital de Montmagny est à 50 minutes de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et vous irez voir ça, l'hôpital de Montmagny, ils sont grillés, eux autres. Ils ont fait des salles d'opération, ils ont tout ça. C'est pas que nous autres, dans Port-Neuf, je pense que quand le Père Noël a passé, on n'était pas là, je sais pas. Là. Ils sont sur l'autoroute à Montmagny. Ben, c'est ça, c'est sur l'autoroute, c'est pour ça c'est pas la même chose que nous autres de traverser la ville. En tout cas, moi je suis parti, Mario, Alain et moi, on est un peu le porte-parole. Et de toute façon, à Québec, il y avait 100 000 habitants, il y avait même des hôpitaux, ils sont quand même 8 millions au Québec. Les hôpitaux sont déjà saturés, puis là, nous autres, en plus, c'est ça. Ce qui n'a pas de sens. Tu sais, ce qui n'a pas de sens, c'est pas, à un moment donné, on est à compte qu'il envoie des ambulances dans nos hôpitaux, mais c'est pas ça qui n'a pas de sens. Ça a du sens, c'est qu'on n'a pas de monde pour le savoir. À l'hôpital, il y a un médecin de garde. Imaginez-vous ça, qu'il y a un médecin de garde à l'hôpital à Saint-Raymond. Puis la salle est pleine, puis il est à l'urgence, il arrive une ambulance. C'est le gars, c'est un grave problème cardiaque. Il embarque dans l'ambulance, le médecin qui avec. Il part pendant 3 heures, il n'y a plus de médecin. Non, mais ça se peut pas. Puis là, en plus, c'est que des fois, on dit que nos services, ils sont pas bons, mais c'est pas une critique contre les employés. Les employés, ils travaillent à ventre à terre. On manque d'effectifs, fait que les gens qui travaillent, ils travaillent jour et nuit, ils font des chiffres, ça sont en surmenage. Les médecins aussi en manquent, ils en font trop. Puis, des gens, là, ça n'a plus de sens. Je pense qu'on est rendu là. On sait que plus qu'on va concentrer les choix de service, pire ça. C'est la décentralisation qu'il faut dire. C'est pas la concentration. Puis ils veulent nous donner des soins de proximité. Ils disent ça. À Québec. Ben non, il faut qu'ils nous en donnent. En tout cas, on va travailler pour tout ça. Cette semaine. Des étapes et des rencontres de prévues vendredi. Vous allez nous tenir informés de l'évolution de tout ça, M. Dion? Ben, vous avez qu'à lire les journaux. Les journalistes que tu sais qui ne connaissent pas Port-Neuf, le journaliste ce matin il a dit que les 6 maires de la MRC sont sur le comité. Les 6 maires de la MRC sont sur le comité. OK, ouais, ils vont apprendre. On a des importants. C'était 10 des maires. Non, c'était les 6 maires. OK. Là, vous avez fait la compilation des. Parce qu'à Saint-Basile, là, tout, on a. Non, on fait la compilation vendredi matin. Et quand on parle de services de proximité, écoutez, je donnais un exemple l'autre jour au comité de travail. Ce soir, je me casse un bras, je vois un établissement ici dans le comté de Port-Neuf, je ne suis même pas capable d'avoir une radiographie. Ce soir, je suis cassé une place ou 2 ou 3. Fait que, il y a beaucoup de choses là-dedans, comme tu disais, des services qui n'étaient pas acquis, mais on n'a même pas à la base les services de base pour un diagnostic dans notre coin ici. C'est sûr qu'on va engorger là-bas si on n'a pas ce Moi, je suis peut-être naïf un peu, mais je pense que le docteur Barrette, il regarderait notre situation et il dirait que ça n'a pas de sens. Je te dis à ce point-là, je pense qu'on est assez pauvre que je vais dire. Ça, là, ça joue aussi tout le problème des ambulances. Ouais. Parce qu'à partir du moment qu'on est à Québec, toutes les ambulances mourent dans le comté. Il y a un problème là. Parfait. Donc, on fera un compte-rendu, évidemment, de cette rencontre de vendredi, le prochain comité de travail. Alors, merci, M. Dion. D'autres interventions? M. Benguier? Alors, pour parler d'un. Bien dit, s'il y avait d'autres interventions. Je parle 2 minutes.
En 2007-2008, le député de Portneuf, c'était moi. Oui. Déjà, je faisais des récriminations. C'est pas M. Mingui qui parle en passant. C'est M. Francaire. Je suis désolé. Comme d'habitude, à cause des bruits, j'entends pas. Ben, allez-y, M. Francaire, vous êtes sur votre lancée. Donc, vous étiez député. Ouais. Et déjà, je récriminais pour avoir plus de soins dans Portneuf. Dans ce temps-là, c'était le ministre Couillard, qui était le ministre de la Santé, et j'avais fait des représentations. J'avais pas eu de résultat. Probablement parce que j'étais pas un bon député. J'accepte ça. Et surtout que j'étais pas au gouvernement. Okay? Alors, je me suis dit, aujourd'hui, on est en voiture, on a un député qui est au gouvernement. Donc, on devrait obtenir ce qu'on demande. Mais on est obligé quand même de signer une pétition. Je me questionne. Donc, merci pour votre déclaration. M. Mingui. Alors moi, je voulais dire aux gens de Portneuf qu'en fin de semaine dernière, à Rivière-à-Pierre, s'est tenu l'enregistrement de la petite séduction. Ça a été un succès phénoménal, à part de la température. Là, dimanche, il pleuvait à boire debout, mais on a quand même eu une belle participation. Puis la présentation de cette émission-là va se faire le mercredi 15 juin à 20h sur les ondes de Radio-Canada. Puis vous allez avoir l'occasion, par la même occasion, vous allez pouvoir, pas admirer, mais voir la prestation de mon confrère de Saint-Basile, M. Poirier, et avec son groupe Symbiose qui ont assumé la partie musicale de l'ouverture de l'émission le samedi matin. Alors, vous allez voir qu'il s'est passé des belles choses à Rivière-à-Pierre. On est très, très fiers, puis je remercie les Pierrois et les Pierrois de s'être approprié de la fête puis d'être venus en si grand nombre pour cette activité. Merci. Parfait. Super. M. Jobin. Oui, peut-être au bénéfice des membres du Conseil. Aujourd'hui, jeudi et vendredi, la 18e assemblée de l'Association des plus beaux villages du Québec, mais en même temps, je rappelle que l'Association des plus beaux villages regroupe 38 villages dans 11 régions du Québec. Dans notre région, il y a 3 villages qui en font partie, Deschambault-Grondines, Neuville et Cap-Santé. Mais aussi, en même temps, c'est les assises de la Fédération des plus beaux villages de la Terre qui regroupent le Japon, la Wallonie, l'Italie, l'Espagne et la France. Et il y a des pays observateurs, dont la Russie et la Roumanie, qui sont là présentement. Cet après-midi, à 5 h, il y avait un coquet, une conférence là, au bureau du maire, c'est-à-dire à l'hôtel de ville, avec le maire de Québec. D'ailleurs, je remercie M. Gaston Arcan était là. Et je remercie aussi la présence du maire de Neuville, mais aussi en tant que préfet aussi. On a fait une représentation que l'association des plus beaux villages, ce sont un vecteur touristique important de développement touristique parce que c'est basé sur la reconnaissance au niveau patrimonial, architectural et paysagère. Donc, c'est une association qui, dans chaque région, a du rayonnement pour chacune des régions. Donc, je voulais mentionner cette activité-là qui se tient présentement à Québec. Merci. Ça complète les interventions. Alors, nous serons rendus à la deuxième période de questions. C'est à vous. C'est à vous. Lise Lanotte, je m'appelle Lise Lanotte, ma soeur Francine, on est propriétaire d'un chalet au Lac-Long. Alors, j'ai entendu tantôt qu'il y a eu des accommodements. C'est un mot qui titille un peu tout le monde. Ça m'a titillé. J'aimerais qu'on me précise c'est quoi les accommodements qu'on a eu. En fait, c'est la tarification qui est applicable actuellement, qui est de 25 $ et 50 $. 25 $ sans mise à l'eau et 50 $ avec mise à l'eau. Donc, ça vise à... Ça, c'est pas... Nous, là, je vous explique, on est particulier. On est 5 propriétaires. On a hérité de ce chalet-là. Alors, on paye 125 $. Et en plus, nos enfants, quand ils viennent, il faut qu'ils payent encore. Alors, on a un chalet-là, mon père a fait construire ça, ça fait presque 50 ans. Il était maire 12 ans de Saint-Alban en passant. Il a siégé à l'Université de Portneuf longtemps. C'est ça, ça fait presque 50 ans. Puis, c'est parce que vous dites qu'on est utilisateur-payeur. Je vous dirais qu'on est peut-être surpayeur. On est privilégié d'être là. Oui, je suis d'accord. Sauf que nous, on paye des taxes, puisque les autres utilisateurs ne payent pas. On paye des taxes scolaires. Il n'y a pas beaucoup d'autobus scolaires qui passent là pour ramasser les enfants. On paye une taxe scolaire et une taxe municipale pour des services
Le seul service qu'on a, c'est un gros conteneur à vidange là, à la sortie qui sert à tout le monde dans la paroisse aussi. Puis on paye des taxes même sur un terrain qui ne nous appartient pas. C'est loué, terre publique. Puis là, les baux, je ne sais pas si vous le savez, là, mais les baux, ils augmentent s'il vous plaît. Nous, notre renouvellement est en septembre. On ne sait pas encore combien on va avoir, mais notre voisin, les Ouellettes, était à 700 quelques, ils ont monté en haut de 1000. Là. Elle vient d'avoir son renouvellement. Alors, c'est ça, on paye beaucoup de... Les privilégiés, oui, mais on paye des taxes que les autres utilisateurs ne payent pas, là. C'est pas qu'on veut kicker, là, mais quelque part, il ne faut pas nous mettre utilisateurs payeurs comme tels, là. Quelle taxe que vous payez que les autres ne payent pas? Non. Bien, les gens qui viennent en villégiature, là, qui n'ont pas de chalet, ils payent 25, je ne sais pas combien ils payent, 25 piastres par semaine. Ou c'est 80 pour le dépendamment des moteurs, tu le sais-tu par cœur? Non, je bon, fait que nous, on paye plus cher pour qui avons un chalet, on paye pour les chalets. Maintenant, il faut que papa, il doit se tourner dans sa tombe, là. En fait, il faut comprendre, Madame Lanouette, c'est ça, votre Lanouette? Oui. Là, vous avez une situation particulière. Je comprends qu'il y a 5 enfants. Oublions ça, ça. Les autres, ils payent toutes des taxes sur des... En fait, il faut comprendre que le règlement qui a été adopté par le Conseil des maires est un règlement d'application générale. On ne gère pas les cas d'espèces. Il pourra toujours y avoir certains cas atypiques qui vont faire en sorte qu'il y ait des situations qui peuvent paraître, je vous dirais, hors du général. Lorsque le règlement est adopté, puis c'est l'année passée, il y a eu des discussions évidemment par le Conseil des représentants ici pour savoir quelle serait la tarification la plus raisonnable et puis qui serait en fait respectueuse évidemment des utilisateurs. Il faut comprendre que le parc régional, c'est un territoire qui est régional puis qu'il y a des revenus qui sont générés, qui sont remis à l'organisation qui en fait l'administration. On a reçu votre demande, en fait, la demande qui visait à demander une refonte ou une révision de notre tarification. On a eu la chance d'en parler, nous, en comité de travail, puis la décision qu'on a prise, c'était de maintenir la réglementation dans l'état actuel. J'entends bien votre doléance là, par rapport à la situation, mais la décision a été prise de ne pas modifier pour 2016. Puis il n'y a pas eu d'augmentation non plus qui a été entérinée. Notre règlement, évidemment, peut être modifié, mais pour le moment, avec toute l'information qu'on a, incluant les informations qui ont été transmises à M. Lessard ou autres, il y a une position claire du Conseil des maires de maintenir la tarification. Alors, probablement, en fait, évidemment, cette décision-là ne doit pas, en fait, vous être d'un grand secours. Ça ne doit pas, en fait, faire votre affaire, mais c'est la décision qui a été prise ce soir. Et si vous avez d'autres représentations à faire valoir ou autres, bien évidemment, vous pouvez toujours les faire part à M. Lessard, qui, lui, l'analyse dans le contexte, évidemment. Mais si c'est pour les mêmes faits que vous nous avez présentés, bien, la décision a été prise. Pardon? Je pense, M. le Préfet, que le cas est exceptionnel. Il s'agit du 5, oubliez ça, oubliez. On parle du chalet. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il s'agit effectivement d'une famille où il y a 5 propriétaires qui, à tour de rôle, utilisent le chalet. Donc, dans ces cas-là, le taux que ces gens-là payent pour le chalet est exceptionnel, là, relativement, contrairement aux autres. Là. Je pense qu'il faudrait que ça soit soumis au parc pour prendre une décision peut-être qui pourrait... Ça pourrait être un tarif par chalet, là, à un moment donné. C'est parce que ça fait des années qu'on paie en double. Là. Mais c'est pas ce point-là. Là. Je parle pour tous les chalets. Là. On vient d'avoir la réunion du comité. Là. Là, je vous explique mon cas parce que même dans la famille, c'est dur à gérer ça. Là, parce que les enfants viennent, ah ben là, faut-tu que je paye, puis... Non, on n'a pas le choix, on paye. Mais les villégiateurs, les propriétaires de chalets, on paye des taxes que les autres utilisateurs ne payent pas. Là. Puis on se paye des baux qui s'en viennent tellement dispendieux que je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir garder nos chalets. Là. À un moment donné, c'est parce qu'on a d'autres choses. Là. Je comprends qu'on est privilégiés. Là. Si c'est votre argument, là, ben, ils sont privilégiés, un chalet là-bas, mais c'est parce qu'on l'entretient, le chalet. On a travaillé sur le chemin, là, et on a payé depuis 40 quelques années. Il n'y avait pas de comité à l'époque, là, mais... Mais notre décision n'est pas justifiée par le fait que vous êtes privilégié, on n'a jamais dit ça.
Mais j'entends bien ce que vous dites. M. Hainaut a fait une recommandation. Je vous dirais que la décision a été prise. Ce soir, elle ne sera pas renversée. Non? Elle a été prise. Mais écoutez, j'entends. Là, si vous avez des choses à faire valoir, on pourra en reparler. Mais en fait, M. Hainaut peut amener le point dans... En fait, un comité de travail, mais pour ce soir, évidemment, malheureusement, là, je vous explique que la décision est prise. J'ai des interventions, M. Tessier et M. Franqueur par la suite. M. Tessier? Juste pour bien comprendre, est-ce que c'est des chemins qui sont carrossables à l'année? Non. OK. Mais non, même pas. OK. C'est fermé l'hiver. C'est ouvert un bout pour les gens qui exploitent des érablières, là. Mais ça ne va pas jusqu'à notre chalet. Là. Jean? Monsieur Mingui me faisait remarquer que dans la discussion que vous avez tenue l'autre jour, il était mentionné que ce n'était pas une situation qui était unique au secteur du Lac-Long. Donc, il y a un principe qui est applicable à l'ensemble des terres du domaine public. Donc, les gens qui possèdent des chalets sur les terres du domaine public, c'est généralement le principe de l'utilisateur-payeur qui s'applique. Donc, la situation est un petit peu la même aussi sur le territoire des ZEC. Donc, il y a eu des augmentations de taxes considérables. Au niveau des loyers dus au baux de villégiature aussi, ça a augmenté considérablement. Et là-bas, les gens sont obligés aussi de payer via la ZEC là, des frais liés à l'entretien des chemins. Donc, c'est une situation qui est applicable, je vous dirais, non seulement au parc régional, mais à l'ensemble des terres du domaine public. Il y a un regroupement des terres publiques, puis ils font des pressions, mais ils adoptent les lois avant d'entendre tout le monde. Mais je ne sais pas, il me semble qu'un tarif par chalet, ça pourrait être peut-être une solution. Là. En fait, vous parlerez à votre représentant. Mais pour le moment, il n'y a pas de modification, donc la tarification est maintenue dans l'état actuel. C'est un règlement. Alors, un règlement peut toujours être modifié. Mais je vous le répète, suite à l'analyse qui a été faite, on considère que ce règlement-là est raisonnable et responsable. Si votre représentant ou autre a des arguments ou autres, il est libre d'apporter sa demande. On va en discuter. On a déjà fait ces discussions-là, mais c'est le privilège. Les taxes sont très élevées, là, ça monte, puis on va avoir encore un triennal qui s'en vient. On paye des taxes sur un terrain qui ne nous appartient pas. À un moment donné, il faut payer pour aller au chalet. Oui, on est conscient de tout ça. C'est tannant. Alors, écoutez, je veux... C'est plate. Parce que ça monte tellement, monsieur, que là, ça va être juste les riches qui vont pouvoir acheter les chalets au Lac-Long. Écoutez, j'ai très bien compris, mais absolument. Le gouvernement aussi, là. Mais c'est tout ça qu'on veut, là, que ça devienne des privés comme au Lac-Clair, là, avec des résidences de je ne sais pas combien. Parfait. Écoutez, nous avons compris vos préoccupations. On a compris vos préoccupations. Alors, je vous remercie de nous avoir adressé cette question. Bien, si ça peut vous faire réfléchir un petit peu. Alors, d'autres questions dans la salle? Non, on va prendre le chalet. Parfait. Alors, prochaine rencontre, mercredi 1er juin 2016, avec le Conseil des représentants le 15 juin. J'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Mingui en fait la proposition.